Dans le désert, paradoxalement, il est possible de trouver beaucoup de choses. Une ville brillante de mille feux tout droit sortie de terre où la vie ne connaît pas de pause. Une faune diversifiée, mais terrifiée par le soleil où ce n'est qu'à la nuit tombée qu'elle s'expose. Et parfois, il se peut qu'une découverte macabre soit faite, comme celle d'un corps recouvert d'échymoses. Pile à la frontière entre l'Utah et le Nevada, aux États-Unis, se trouve une petite ville d'environ 5000 habitants du nom de West Wendover. Le coin est aride, le désert règne en maître et le paysage est quasiment lunaire, si ce n'est quelques montagnes qui se dressent occasionnellement. Bon, cela n'empêche pas qu'il y a quand même un casino, parce qu'après tout, on est dans le Nevada. Et c'est là-bas que vit Micaela Costanzo, née le 3 mai 1994 à Elko, une commune située à 160 km approximativement de West Wendover, où ses parents, Celia et Theodore, ont finalement déménagé, certainement pour un gain d'espace. Effectivement, la famille Costanzo est composée de Micaela ainsi que ses parents, auxquels s'ajoutent 5 autres sœurs, 2 issues de l'union entre Theodore et Celia, et 3 d'un précédent mariage de cette dernière. Il y a donc du monde à la maison et Micaela est la cadette. Mais cela n'empêche pas les membres de cette famille de très bien s'entendre entre eux, la fillette ayant une enfance tout à fait classique, ainsi qu'une scolarité se déroulant normalement, même très bien, figurant toujours parmi les meilleurs élèves des établissements qu'elle fréquente. Au lycée, elle se distingue non seulement sur le plan intellectuel, mais aussi sportif, en intégrant l'équipe de basketball et d'athlétisme représentant West Wendover lors des compétitions. Bref, Micaela est une adolescente très active, portant un intérêt envers de nombreux domaines, et elle est aidée par ses parents qui la soutiennent dans tout ce qu'elle entreprend. Ils ont même conservé l'habitude de l'amener et la ramener du lycée pour s'assurer que son trajet se passe pour le mieux. Certains, y compris Micaela, trouvent un peu exagéré de maintenir ses allers-retours tandis qu'elle est au lycée et que le domicile familial ne se trouve qu'à 500 mètres environ de l'établissement scolaire. Le jeudi 3 mars 2011 est une journée classique pour la fille de 16 ans. À la fin de ses cours, Christina, sa sœur aînée qui est déjà mariée et ne vit plus sous le même toit que ses parents, est chargée, depuis plusieurs mois maintenant, de récupérer sa cadette pour la ramener à bon port. Seulement, ce jour-ci, il n'est pas possible pour elle de remplir sa mission devenue quotidienne, puisqu'elle passe quelques jours tout au sud de l'État dans la ville de Las Vegas, en compagnie de son époux. Celia et Theodore sont tous deux pris par leur travail, ne leur permettant donc pas d'aller eux-mêmes récupérer leur fille. Cependant, comme je l'ai mentionné auparavant, la maison ne se situe qu'à 500 mètres du lycée, et pour une fois, Micaela devra parcourir cette infime distance à pied et seule. Comme convenu, après l'école, l'adolescente prend la route de chez elle et a pour consigne de contacter sa mère afin de signaler qu'elle est bien arrivée sans encombre à la maison. Au casino, l'endroit où travaille Celia, celle-ci attend patiemment le coup de téléphone de sa fille qui devrait faire sonner son portable aux alentours de 17h. Mais à l'heure prévue, aucun appel. La maman ne s'inquiète pas outre mesure, Micaela a peut-être profité de sa liberté après l'école pour traîner avec des amis. Simplement les minutes deviennent très longues. Alors, Celia prend l'initiative d'appeler sa fille et la sonnerie se met à retentir. C'est la boîte vocale de Micaela qui s'enclenche. Aucune réponse. Celia relance un appel, cette fois-ci aucune tonalité, pas même la messagerie, comme si l'adolescente rejetait immédiatement les coups de fil de sa mère. Une attitude étrange mais surtout inquiétante. Celia sait que sa fille est responsable. Il y a peu de chances pour qu'elle manque un appel, et même si c'est le cas, jamais elle ne se permettrait de raccrocher de la sorte au nez de sa mère. Quelque chose cloche. Alors Celia appelle Christina, son autre fille, afin de savoir si Micaela est entrée en contact avec elle, mais la réponse est négative. Pourtant, la grande sœur rassure sa mère, en lui expliquant qu'il se peut que Micaela ait décidé de participer à une séance d'entraînement après le lycée. Il se peut aussi qu'elle soit avec des amis. Elle pourrait être gênée de devoir répondre à sa mère devant eux, alors qu'elle n'a quasiment jamais l'occasion de rester avec d'autres adolescents après les cours, ce qui est pourtant très commun. Christina essaye tout de même de joindre sa petite sœur, mais sans surprise, elle non plus n'obtient aucune réponse. La fin d'après-midi s'écoule. La soirée débute toujours sans aucune nouvelle de Micaela, ni aucun moyen d'entrer en contact avec elle.
Celia demande donc à son supérieur au casino de la laisser quitter son poste prématurément afin de s'assurer que tout va bien. Elle espère que sa fille est rentrée depuis et qu'elle lui expliquera la situation. Malheureusement, en arrivant, c'est la désillusion. Michaela n'est pas présente, mais il y a deux de ses sœurs à qui Celia demande si elles ont vu leur cadette. Est-elle passée par la maison? Seulement, tout comme les autres membres de la famille, elles n'ont eu aucun contact avec Michaela depuis la fin de journée et ne l'ont pas vue non plus. Inquiètes, les deux sœurs appellent à leur tour Michaela qui ne répond toujours pas. Elles laissent des messages vocaux qui devraient alerter leur sœur sur l'angoisse qui les gagne, mais ceci n'est pas plus efficace que les appels. Le silence radio se maintient. Celia se rend directement à l'école. Elle fait le tour de l'établissement afin de localiser sa fille, mais elle n'est ni dans l'enceinte, ni au stade. La famille se tourne donc vers ceux susceptibles de l'avoir aperçue récemment, ses camarades de classe, et les contactent les uns après les autres, mais n'obtiennent pas d'informations rassurantes à propos de Michaela. À ce stade, il est impossible de faire plus. L'adolescente semble s'être évaporée. Le dernier recours est de signaler la disparition à la police, qui note les propos des parents de la jeune fille et entame sans tarder les recherches. L'avantage de West Wendover est que la commune n'est pas énorme à couvrir avec ses 5000 habitants. Les forces de l'ordre sont même aidées dans cette tâche par 80 volontaires souhaitant participer aux recherches. La zone sur laquelle se concentrent les enquêteurs s'étend du lycée de West Wendover jusqu'à la maison de Michaela. Bien entendu, l'objectif n'est pas de retrouver l'adolescente sur ce trajet, mais des indices qui pourraient aider à sa localisation. Malheureusement, la police fait chou blanc. L'investigation ne se stoppe pas pour autant. Des agents questionnent les proches de Michaela pour mieux cerner sa personnalité, mais aussi sa vie de manière générale, ce qui pourrait conduire à de nouvelles pistes. Rapidement, un nom ressort à plusieurs reprises, celui de Javier Trujillo. C'est un jeune homme qui fréquente le même lycée que Michaela et qui la connaît très bien, puisqu'il est son petit ami. Tous deux se sont rencontrés sur les pistes d'athlétisme du lycée. D'après les proches de l'adolescente, c'est un jeune homme charmant avec qui Michaela passe beaucoup de temps, parce que l'entente entre les deux est au beau fixe. Mais les enquêteurs découvrent aussi que Javier n'est pas le premier petit ami de Michaela. Avant lui, un garçon nommé Cody Patton sortait avec la jeune fille. Entre-temps, leur relation s'est terminée et Cody a retrouvé l'amour lorsqu'il a rencontré Tony Fratto, une autre élève du lycée de West Wendover. La relation entre Michaela et Cody n'a pas duré bien longtemps, ce dernier ayant brisé le cœur de son ex-petit ami en n'étant pas le plus fidèle des copains. Malgré cette mésaventure qui a engendré une séparation, les deux continuent de bien s'entendre et sont restés amis. Une amitié que Javier a du mal à accepter, d'après la plupart des lycéens qui côtoient le couple. Récemment, une dispute avait eu lieu entre les deux adolescents parce que Cody, dans les couloirs de l'école, s'était amusé à porter Michaela en présence d'un Javier particulièrement mal à l'aise. Automatiquement, pour les enquêteurs, le jeune Javier devient une personne d'intérêt. Un litige survenant peu de temps avant une disparition est nécessairement une piste qui sera creusée. Javier Trujillo est donc convoqué pour un interrogatoire avec les agents de police. Ce jour, il est accompagné de sa mère, étant encore mineur, et les policiers, dans un premier temps, lui demandent de décrire sa relation avec Michaela avant d'insister sur le dernier moment qu'il a passé avec elle. Javier explique de façon limpide que la dernière fois qu'il l'a vue, c'était dans les couloirs du lycée, après le déjeuner ce jeudi 3 mars, après quoi il n'a plus aucune nouvelle de sa petite amie, comme tout le monde. Il lui est donc demandé ensuite ce qu'il a fait en fin de journée. Le garçon indique qu'il a récupéré son petit frère, puis est rentré à la maison à environ 15h40, où il s'est changé pour aller prendre son poste à l'emploi qu'il occupe à côté de ses études. L'interrogatoire ne va pas plus loin, parce qu'avec tous ces éléments, il y a de quoi faire pour vérifier la véracité des dires du jeune homme. Et après un contrôle approfondi, il est évident qu'il dit la vérité. Il n'est donc pas considéré comme un suspect. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas appris beaucoup de choses lors de leur échange avec Javier, si ce n'est que Michaela paraissait normale au cours de cette journée. Alors, la police réoriente son investigation. Les enquêteurs se concentrent sur la liste des appels ainsi que les SMS entrants et sortants du téléphone de la jeune disparue lors des dernières 24 heures. Il y a un numéro qui revient régulièrement,
celui de Cody Patton, et il apparaît dans tous les cas que c'est lui qui essayait de joindre Michaela. Tony Fratto, né en 1992, grandit dans la ville de West Wendover avec son frère et sa sœur. La famille est heureuse, les enfants sont bien traités, et à l'école, la jeune fille est plutôt à l'aise. A priori, elle mène une vie classique. Cependant, il y a un point qui fait du mal à Tony. Sa grande timidité, étant un véritable fardeau surtout pour une adolescente au lycée. Elle passe quasiment inaperçue au regard des autres élèves, ce qui, naturellement, est difficile à vivre et empêche d'interagir socialement. Et puis, il y a un autre point qui la ronge. Elle aimerait trouver, elle aussi, son petit ami à l'instar des autres filles de son âge qui découvrent leur premier amour. Simplement, cette timidité maladive l'empêche de franchir ce cap qu'elle désire pourtant du fond de son cœur. Cette solitude ne durera plus très longtemps parce qu'elle rencontre un garçon, Cody Patton, qui vit tout proche de chez elle. Évidemment, ce n'est pas Tony qui fait le premier pas, mais peu importe parce que la voici proche de vivre une histoire d'amour qu'elle attend depuis si longtemps. En plus, Cody est l'un des garçons les plus populaires du lycée. Il joue au football, s'entend avec énormément de personnes, a beaucoup d'amis, et c'est un véritable rêve éveillé que vit l'adolescente. Cependant, ses forts sentiments ne sont pas à sens unique. Cody aussi est heureux d'être tombé sur Tony, puisqu'il vit des moments difficiles à la maison avec des problèmes familiaux récurrents. Avec son père, il est déjà arrivé que tous les deux en arrivent aux mains et qu'ils soient mis à la porte du foyer. Ce sont les parents de sa petite amie qui l'ont accueilli durant ces instants délicats de sa vie. Et puis Tony l'a toujours soutenu, là où ses proches n'hésitaient pas à le rabaisser. Au fur et à mesure que les années de lycée avançaient, les ambitions du jeune homme s'effritaient à tel point qu'il avait comme unique objectif d'obtenir son diplôme pour se lancer dans le monde du travail avec un petit boulot, alors qu'il aurait aimé en réalité intégrer la marine américaine. Grâce à Tony, qui le pousse à ne pas abandonner son but professionnel, le garçon retrouve de la confiance en lui et s'implique à nouveau dans les études afin de décrocher son diplôme avec la meilleure moyenne possible et espérer à nouveau intégrer la marine. À l'évidence, la connexion entre les deux amoureux est profonde, si bien qu'ils franchissent une étape extrêmement importante, mais qui semble tout de même prématurée, puisqu'ils acceptent l'un envers l'autre de se fiancer. Ils seraient même en train d'essayer d'avoir un enfant ensemble. Mais pour le moment, le jeune homme de 18 ans doit répondre aux questions des enquêteurs à propos des coups de téléphone qu'il a passés à Michaela, son ancienne petite amie, peu de temps avant sa disparition. Juste avant qu'il arrive dans les locaux de la police pour son interrogatoire, les policiers obtiennent un enregistrement montrant Cody et sa petite amie, Tony, dans les couloirs de l'école. Il apparaît qu'ils ont eu une discussion pour le moins houleuse, où l'on aperçoit le garçon saisir Tony au col avant de la plaquer contre les casiers de l'établissement. Alors, évidemment, ce n'est pas Michaela qui subit ce violent comportement. Mais pour les enquêteurs, cela leur donne une idée de la personne qui s'apprête à s'asseoir devant eux ce vendredi 4 mars. Cody s'installe. Il lui est demandé quand a-t-il vu Michaela pour la dernière fois. Il indique qu'il l'a aperçu quitter l'école au même moment où il partait, et à cet instant, il l'a vu avec le jeune Mexicain, comme il le décrit. Et tout ça se serait déroulé vers 17h30. Les policiers tentent ensuite de savoir ce que le jeune homme avait prévu après l'école. Il explique que sa petite amie et ses parents se sont rendus à une réunion au golfe de West Wendover et qu'il a récupéré Tony ensuite vers 19h. Afin de corroborer la version de Cody, Tony est également convié à répondre aux questions des enquêteurs. Et ses propos sont en ligne avec ce qu'a avancé Cody quelques minutes auparavant. Elle explique aussi que vers 19h, ils sont allés ensemble au McDonald's où ils se sont installés à l'intérieur. Et environ 45 minutes plus tard, c'est à ce moment qu'ils ont reçu des appels ainsi que des SMS à propos de la disparition de Michaela. Ces deux versions collent. Une nouvelle fois, la police se retrouve dans l'impasse. Les recherches s'intensifient. La zone à quadriller s'élargit, incluant une partie du désert du Nevada, mais c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Le désert du Nevada, c'est 250 000 km². Une personne peut disparaître et ne jamais refaire surface sans que l'on ne découvre quoi que ce soit. De plus en plus de volontaires se joignent aux policiers pour aider dans les recherches. Les heures passent, et même les jours, sans que le moindre indice n'apparaisse.
la thèse de l'enlèvement commence à être envisagée, ce qui anéantit la famille de Michaela qui ne peut pas croire une telle chose. Ses proches gardent espoir néanmoins, mais voici que 2 jours se sont écoulés depuis la disparition de Michaela. Nous sommes à présent le samedi 5 mars 2011. Le samedi 5 mars 2011, un homme employé dans l'une des mines du coin quitte son poste pour rentrer chez lui. Alors qu'il est en chemin, il fait demi-tour pour revenir sur son lieu de travail. La raison de ce demi-tour est inconnue. Alors qu'il se trouve sur le chemin, il remarque des traces de pneus dans le désert, comme si un véhicule avait rebroussé chemin à cet endroit. Cela attire son attention parce qu'il connaît bien la zone et il n'a jamais remarqué de trafic en ces lieux. Alors il décide de suivre les traces pour voir d'où elles peuvent bien provenir. En remontant les marques de pneus, l'homme constate que le véhicule était hors de la route, ce qui le rend plus curieux encore. Un peu plus loin, toujours hors de la route, il constate que la terre a été retournée. Mais surtout, il y a du sang en grande quantité. Face à la découverte, l'homme ne va pas plus loin. Il contacte les autorités qui se présentent sur les lieux, mais les gens enterrent toutes sortes de choses dans le désert. Il ne s'agit pas nécessairement d'un cadavre. Des animaux ont déjà été retrouvés dans des circonstances similaires. Quoi qu'il en soit, il faut en avoir le cœur net. Les agents appelés creusent légèrement pour voir ce qu'il se trouve sous la pellicule de terre. Après 3 ou 4 coups de pelle, de la peau humaine apparaît. Tout le monde recule afin de laisser intact ce qui s'apparente à un lieu du crime désormais. Une seconde unité est appelée sur place. Il s'agit de l'équipe médico-légale qui s'apprête à extraire le corps qui se trouve enterré. Une fois fait, l'identification ne prend pas beaucoup de temps. La dépouille n'ayant pas séjourné bien longtemps sous terre, il s'agit de Michaela Costanzo. Alors évidemment, la procédure exige que l'autopsie rende officielle cette identification, mais il n'y a plus aucun doute. Elle était la seule adolescente portée disparue, elle est tout à fait reconnaissable, la famille est donc informée de la triste nouvelle. 24 heures plus tard, l'autopsie confirme qu'il s'agit bien de Michaela Costanzo et révèle la cause de la mort. Une profonde entaille au niveau de la gorge a entraîné la suffocation de l'adolescente. Plusieurs coupures et ecchymoses sont aussi relevées. Des colliers de serrage en plastique entourent les poignets de Michaela et ces éléments conduisent les enquêteurs vers la piste qu'ils redoutaient de plus en plus, celle de l'enlèvement. Seulement qui peut être le ravisseur ? Sans réelle piste, les policiers se tournent vers un homme qui pourrait être lié à toute cette histoire. L'employé de la mine qui a découvert ce corps, parce qu'après tout, cette trouvaille au beau milieu du désert est surprenante. Cet homme fait demi-tour, tombe sur le cadavre de la jeune fille que plus d'une centaine de personnes recherchent et appelle la police. Les agents savent qu'il arrive à certains tueurs de s'immiscer dans les enquêtes et ils se demandent si cet homme ne serait pas en train de tenter une telle chose. Il est questionné rapidement, mais surtout épié. Son attitude pourrait le trahir s'il est impliqué dans cette sordide affaire. Simplement, son comportement reste tout à fait normal, et après vérification, il s'avère qu'il n'est en aucun cas mêlé à ce meurtre. À nouveau dans l'impasse, les enquêteurs repartent de zéro. Ils savent que Michaela a quitté l'école, c'est son point de départ. Entre-temps, ils ont reçu les bandes de vidéosurveillance des caméras de l'école. Ils les épluchent dans l'espoir de détecter un élément qui leur aurait peut-être échappé. C'est une tâche harassante. Il y a des heures d'enregistrement à visionner dans une qualité médiocre et où de nombreux élèves traversent les couloirs. Et puis finalement, ils trouvent. À la fin de la journée, il est possible de voir Michaela marcher seule dans le hall du lycée en direction de la sortie de l'établissement. Derrière elle, quelqu'un est en train de la suivre. C'est un garçon. Il s'agit de Cody Patton. Au moment où Michaela passe dans ce couloir, il sort d'une classe où se déroulait un cours de soudure. Jusque-là, rien de vraiment anormal. Seulement, ces images posent un problème aux policiers, parce qu'elles signifient que Cody leur a menti. Il a annoncé, lors de son interrogatoire, avoir aperçu Michaela devant le bâtiment de l'école en compagnie de celui qu'il pensait être Ravière. Or, en étant derrière elle dans le couloir, il l'a nécessairement vue à ce moment à l'intérieur du lycée et non à l'extérieur comme il l'a indiqué aux enquêteurs. Une incohérence qui conduit aussitôt Cody au poste de police à nouveau.
Mais l'interrogatoire ne débute pas avec les images de vidéosurveillance. Les policiers questionnent d'abord le jeune homme sur les nombreux appels qui apparaissent sur les relevés téléphoniques de Michaela. Cody explique que l'adolescente voulait à tout prix qu'il se sépare de Tony, sa petite amie actuelle, pour se lancer dans une nouvelle histoire d'amour avec elle. C'est ce qui aurait engendré ces nombreux coups de téléphone. Ensuite, il lui est demandé une justification à propos du mensonge qu'il a formulé lors de sa première déclaration, affirmant n'avoir croisé Michaela qu'à l'extérieur de l'établissement. Le jeune homme dit aux enquêteurs que Michaela lui aurait en réalité suggéré l'idée de la raccompagner chez elle, proposition qu'il aurait acceptée. La police laisse parler Cody ne rebondissant pas sur ses propos, enchaînant avec un autre élément curieux. Pendant qu'il était au poste, des agents se sont penchés sur le véhicule du garçon. Ils ont relevé les empreintes que les pneus de la voiture de Cody laissaient derrière elle pour les comparer avec celles découvertes dans le désert et elles correspondent. Cody est acculé, d'autant plus que de la terre similaire à celle de l'endroit où le corps de Michaela fut découvert est prélevé à l'intérieur du véhicule également. Le jeune homme, en larmes, change une nouvelle fois sa version, détaillant que cette fois-ci Michaela lui aurait révélé être toujours amoureuse de lui, et que cette discussion effectivement n'avait pas eu lieu chez elle, mais à l'endroit dans le désert proche de la découverte de son cadavre. Il affirme cependant ne rien avoir avec la mort de son ex-petite amie. Peut-être, mais les policiers ne le croient pas du tout. Ils lui mettent une pression phénoménale, parce qu'ils savent pertinemment que le temps joue en leur faveur. Plus Cody reste assis dans cette pièce, plus ses défenses s'affaiblissent. Il est proche de craquer. Il réclame de parler à son père. Les enquêteurs acquiescent, tout en observant sur le moniteur ce qu'il se passe dans cette salle d'interrogatoire. Puis finissent par entrer à nouveau dans la pièce. Cette fois-ci, Cody a une nouvelle version à présenter aux policiers. Une fois dans le désert en compagnie de Michaela, le jeune homme aurait refusé les avances de l'adolescente, qui serait entrée dans une colère noire, bousculant Cody avant de le frapper au visage. À son tour, il aurait vu rouge, poussant l'adolescente dont la tête aurait heurté l'arrière de son véhicule. Elle se serait mise à convulser. Pris de panique, il aurait saisi une pelle pour l'achever en donnant de violents coups sur son crâne. N'étant toujours pas décédé, le coup fatal sera porté, toujours avec la pelle, au niveau de sa gorge. C'est ainsi que Cody Patton avoue le meurtre de Michaela Costanzo. Les aveux de Cody Patton sont une grande avancée dans l'enquête. Pourtant, les agents sont loin d'être satisfaits de ces explications parce qu'il y a encore des mensonges. Si rien de tout ça n'était prémédité, pourquoi des liens ont été découverts sur les poignets de Michaela ? Le jeune homme justifie ses colliers de serrage parce qu'il aurait voulu faire croire à un enlèvement. Les policiers doutent encore sur beaucoup d'éléments de l'histoire servie par Cody. Mais après ses aveux, ils l'inculpent pour le meurtre de Michaela Costanzo. Cependant, les enquêteurs souhaitent obtenir toute la vérité. Ils pensent qu'en réalité c'est Cody qui souhaitait revenir vers Michaela, et c'est l'adolescente qui aurait opposé un refus. C'est la théorie sur laquelle ils travaillent en tout cas, en cherchant toutes les incohérences dans les déclarations de leurs suspects. 3 semaines s'écoulent, Cody est en détention provisoire en attendant son procès, et il peut bénéficier du soutien inconditionnel de sa fiancée qui prend régulièrement de ses nouvelles. Le vendredi 22 avril 2011, Tony finit même par se rendre chez Kip Patton, le père de Cody, pour lui demander de la conduire auprès des avocats de son fils. Une fois dans le bureau, elle va confirmer la version de son petit ami. Michaela voulait interférer dans leur histoire d'amour. Cody aurait donc finalement accepté de discuter avec elle. Et si elle le sait, c'est parce que elle aussi se trouvait sur les lieux ce soir-là. Peu avant de récupérer Tony au golf à 19h, où elle se trouvait avec ses parents, Cody a envoyé un message à sa petite amie pour la prévenir que Michaela était avec lui. Il a ensuite conduit tout le monde dans le désert, une discussion a démarré, puis Cody et Michaela sont sortis. La scène de l'énervement se serait bel et bien déroulée d'après Tony. Michaela serait tombée en convulsant. C'est à ce moment qu'une nouvelle version émerge. Tony affirme qu'une fois au sol, ensemble avec Cody, ils ont tranché la gorge de leur pauvre victime à l'aide d'un couteau. Après le meurtre, le couple a pris soin de brûler tous les éléments qui auraient pu les relier à cet assassinat, notamment à cause du sang de Michaela. Cody par la suite a enterré le corps de l'adolescente avant que tous les deux ne se rendent au McDonald's quelques instants plus tard.
Les avocats de Cody, qui ont enregistré toute la conversation, la transmettent aux autorités qui n'avaient absolument pas envisagé l'implication de Tony dans cette histoire. Le journal intime de cette dernière, saisi après ces révélations, démontre en réalité qu'elle est impliquée jusqu'au cou, si ce n'est l'instigatrice de ce meurtre. Elle avait du mal à accepter l'amitié qui persistait entre Cody et Michaela. Cela avait même tourné à l'obsession. Les enquêteurs voient une toute autre affaire se dessiner avec une Tony extrêmement jalouse, manipulatrice et prête à tout pour ne pas perdre son premier petit ami dont elle est folle amoureuse. Ayant une forte influence sur Cody, celui-ci aurait ressenti le besoin de prouver à Tony qu'il lui était totalement dévoué, ce qui aurait donc conduit aux tragiques événements du 3 mars 2011. La police pense qu'il n'y a pas eu de discussion. Dès que les trois jeunes gens se sont retrouvés dans le désert, Tony et Cody ont immédiatement ligoté Michaela avant de la frapper à l'aide de la pelle et de finalement l'égorger. Un mystère demeure cependant. Pourquoi Tony est-elle allée raconter tout ça alors que la police ne l'avait absolument pas dans son radar? Et qu'à l'évidence, son petit ami lui était resté fidèle en ne la dénonçant pas. Certains pensent, sans pouvoir l'affirmer, qu'avec ce geste, elle aurait tenté de diminuer la gravité du crime. En répartissant les responsabilités, elle pourrait éviter la peine de mort à celui qu'elle aime, mais rien ne permet d'assurer de telles intentions. En juillet 2011, c'est au tour de Tony Fratto d'être inculpé pour l'enlèvement et le meurtre de Michaela Costanzo. Simplement, cette dernière n'ira pas jusqu'au procès. Un accord lui est proposé. Si elle témoigne contre son petit ami, elle sera condamnée à une peine d'emprisonnement à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 18 ans. L'accord est accepté par Tony. Cody, quant à lui, se retrouve face à un tribunal. Il plaide coupable du meurtre avec préméditation de Michaela Costanzo et il est condamné à une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle, mais échappe à la peine de mort qui aurait pu être prononcée dans ce cas. Les circonstances autour de la mort de Michaela restent floues sur quelques aspects. Mais il apparaît que tous ces événements ont eu lieu sur fond de jalousie, alors que visiblement cette jeune fille ne souhaitait rien d'autre que profiter de sa vie paisible jusque-là. Voici pour cette histoire particulièrement émouvante. Si vous avez apprécié que je vous la raconte, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Vous pouvez me rejoindre sur mes réseaux sociaux indiqués en description. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Bye.